aussi, je veux dire, pas une expérience que je connais parfaitement de faire des conférences, et donc je vais faire de mon mieux. Alors Christian, je vais te présenter, même si beaucoup de personnes te connaissent ici. Christian, je dirais psychologue clinicien, euh, un être passionné et passionnant, qu'on aime écouter, euh, qui aime transmettre et qui aime faire grandir par ses expériences et son vécu. Merci. Merci à toi. Yasmine, manager inspiré, auteur, écrivain, passionné de son métier. D'ailleurs, le titre est évocateur. Faites tourner l'entreprise sans vous. Donc, c'est le travail libéré, c'est-à-dire qu'on ne doit plus être présent sur les lieux du travail. Et donc, elle anime toute une équipe de plus de 20 personnes dans ce lieu absolument extraordinaire. Ça donne envie de travailler, de venir ici, je trouve. C'est clair, c'est lumineux, c'est beau. Surtout le jour. Enfin, ici, c'est l'être le néon, mais y a le jour, c'est beau, c'est vraiment lumineux. Donc Oui. voilà, alors Yasmine a sorti son livre il y a quelques mois. C'est David Espel, immense apnéiste, qui me l'avait présenté. Et on a eu une sorte de coup de foudre amical. Et puis on avait dit on fera un jour. Tu étais venu à la conférence chez Stéphania. Et je remercie Stéphania d'ailleurs d'être là parce que c'est elle qui organise toutes mes conférences, sauf aujourd'hui, puisque c'est la conférence de Yasmine. Moi, je suis son consultant externe, comme Cyril Saugrin avec Rodrigo Benkens, pour ceux qui aiment le cyclisme. Donc voilà, voilà, je n'interviens maintenant que quand tu me le demandes. C'est un D'accord. exercice. Ok. Voilà. Un bel exercice pour moi aussi. Alors, la souffrance au travail, il me demande un mot de passe. On n'a pas besoin de mot de passe normalement. Hop, voilà. La souffrance au travail, pas plus tard que ce matin, en étant à la table du déjeuner et en regardant un peu les infos, je vois un titre d'article de l'Écho en disant que le nombre d'absentéisme chez les jeunes est en croissance. Et c'est incroyable. Il parle de digitalisation, de sédentarisation, bien d'autres choses. Mais la souffrance au travail, c'est un réel fléau. Et j'ai fait quelques recherches quand Christian m'a interpellée en me disant tiens, ça serait bien qu'on fasse une conférence ensemble et sur la souffrance au travail vers ces entreprises qui supprimeront la souffrance au travail. Je me suis dit je vais faire quelques recherches et j'ai été interpellée de voir que 45% des dirigeants sont en épuisement professionnel. Donc ça ne concerne pas uniquement les collaborateurs, les salariés, ça concerne aussi les dirigeants. Qu'un employé sur trois est en phase d'être en épuisement professionnel. J'ai 20 personnes ici dans l'équipe, je me dis waouh, c'est impressionnant de voir ce genre d'études, et que c'est surtout chez les jeunes, qu'un jeune sur deux, quasiment entre 26 et 35 ans, est susceptible de faire un burn-out. C'est vraiment interpellant. Et donc je me suis dit oui, Christian, tu as raison, c'est vraiment un sujet. Et comment faire pour supprimer cette souffrance au travail? Avant de parler de la suppression de cette souffrance, il y a quand même aussi des paramètres qui mènent à cette souffrance. On les connaît tous un peu, mais je crois que le cumul de tout ça fait qu'on en arrive à une souffrance. Il y a différents éléments. Alors, on avait discuté avec Christian. Moi, c'est vrai qu'il y a la perte de sens, il y a la démotivation, la pression, le surinvestissement. On avait parlé aussi du surinvestissement, qui est un élément qui est quand même important chez certains profils de personnalité, qui se surinvestissent et qui ont besoin de se surinvestir et qui ne connaissent pas nécessairement les limites. Il y a aussi l'inadéquation entre les valeurs de l'entreprise et ses valeurs personnelles. On ne se rend pas toujours compte. Et puis là, à un moment donné, ça commence à peser. On commence à souffrir. Tu m'avais parlé aussi de l'harcèlement moral et psychique. Et ça serait intéressant que tu évoques la manière dont tu perçois l'harcèlement moral et psychique dans les entreprises. Le harcèlement moral est intentionnel. C'est-à-dire que vous voulez pousser quelqu'un à la porte. Hein, c'est voulu. Je me souviens de quelqu'un dans une grosse administration ici en Wallonie qui était placardisé. C'est-à-dire que le type arrivait et il n'avait rien à faire. Rien. Donc c'était une mise à mort lente. Hein, la corrida de Francis Cabrel, lui il est dans une cage noire, mais là c'était un bureau blanc. Le harcèlement psychologique est inconscient. Il n'est D'accord. pas intentionnel. On parle beaucoup de harcèlement scolaire, et c'est vrai que c'est un fléau. Oui. Ce ne sont pas, enfin, il y a une certaine cruauté dans ce contexte-là, mais le harcèlement psychologique, qu'on a bien connu sous le terme de souffre-douleur, n'est pas, c'est pas voulu, c'est un phénomène de projection. Alors bien sûr, après, il peut y avoir une sorte d'acharnement, mais il n'a pas une intention délibérée. Il existe
Dans certaines équipes, j'ai accompagné quelqu'un qui a vécu ça dans un nouveau travail et dans un contexte de rivalité. Cette personne a été dénigrée, harcelée, jusqu'à la pousser au clash, quoi. Donc c'est une forme de souffrance et qui existe bel et bien. Pour ça, il faut beaucoup de prévention, de dialogue, de réunion d'équipe, etc. Enfin, il y a des choses, oui. Des choses à mettre en place pour éviter Et à cette dire, souffrance. tout Oui. à fait. Oui. Qui est une réalité effectivement dans les entreprises. J'en parlerai évidemment dans les solutions, mais le manque de communication qui mène aussi à cette souffrance de ne pas Mhm. savoir déposer les choses et de ne pas avoir l'occasion de dire, déposer les Il choses. faut un espace. Les Mhm. supervisions d'équipe, Mhm. parce que moi je préfère parler organisation au sens large. Ça peut être des administrations, des ASBL, Ouais. des structures à vocation sociale, ça peut être des hôpitaux, donc des organisations. Et dès qu'on touche aux soins, dès qu'on touche aux professionnels de la santé au sens large, il faut des supervisions d'équipe. C'est fondamental pour déposer justement. S'il n'y Ouais. a pas ça, ça Ouais. dérape. Dans tout écosystème, à partir du moment où on est un groupe de personnes, ça devient un écosystème. Il est important Mm. effectivement de pouvoir être supervisé et d'avoir l'opportunité de déposer, de discuter. Effectivement. Et quand on a toutes ces souffrances en fait qui s'accumulent, qui finissent par s'accumuler, ça crée des symptômes. Et j'ai évoqué ici, suite à des recherches, effectivement, les 3 types de symptômes, les symptômes mentaux, émotionnels et physiques. On les connaît tous aussi un peu, hein, qui n'a pas eu une insomnie, qui n'a pas eu une fatigue chronique, qui n'a pas parfois mal à la tête. Mais c'est le cumul de tous ces symptômes qui fait qu'à un moment donné, on en arrive à quoi? Eh bien, on en arrive à des définitions que l'on donne aujourd'hui, le burn-out, l'épuisement professionnel. On parlait de la dépression, entre la déprime. Ces définitions, j'ai été les rechercher sur un site Sécurex, qui est un secrétariat social, pour bien comprendre et se dire, tiens, oui, mais quelle est la différence entre une dépression, un burn-out, un épuisement professionnel? Beaucoup utilisent le terme de burn-out d'ailleurs aujourd'hui, peut-être à tout va, en sachant qu'il y a d'autres choses qui sont aussi nommées. On en avait discuté, est-ce que c'est pas une forme de crise, quelque part, tous ces épuisements et ces cumuls de symptômes? Mhm. En fait, le burn-out, c'est un objet brûlant non identifié, un ovni. Parce que ça a été récupéré par toutes les grandes écoles de Mhm. sociologie, sociologie critique, sociologie clinique, psychologie, psychologie du travail clinique également, pour essayer de comprendre ce qu'est le burn-out, mais c'est un objet quand même assez mystérieux. Mais c'est une hypercrise, effectivement. En fait, il y a crise lorsque une ou plusieurs ruptures provoquent une perte de sens dans un sentiment d'inattendu. Mhm. Donc moi, ma spécialité, c'est vraiment les crises, c'est accompagner les crises existentielles, affectives, humaines, relationnelles. Et on peut dire que le burn-out, c'est une hypercrise parce que un matin, la personne se lève, elle ne sait plus se lever. Elle ne voit plus son écran d'ordinateur. Ça va jusque-là. C'est le clash du sportif. Je sais qu'il y a des marathoniens ici dans la salle, des trailers qui font des 100, 130 bornes dans les montagnes. Le burn-out, si vous voulez, le passage à vide, le passage à vide, la défaillance, ce serait plus l'épuisement, le surmenage, le D'accord. fléchissement. Le burn-out, c'est le claquage. Tu ne sais plus te lever le matin. Ça va jusque-là. Et ça peut paraître complètement incroyable. Ça peut paraître incroyable parce que les personnes qui en sont, j'aime pas le mot victime, mais enfin les personnes qui vivent le burn-out ne l'ont pas anticipé, ce qui est très proche de la crise. La crise, elle est souvent non anticipée, avec c'est un orage sémantique qui provoque, dans un sentiment d'inattendu, une perte de sens. C'est déboussolant, une crise. C'est comme une rupture amoureuse, voilà, vous rentrez chez vous le soir et votre partenaire n'est plus là. La maison est vide. Ça arrive, je ne vous le souhaite pas. Et donc, mais c'est vraiment inattendu. D'où la tentation et la tentative de se réapproprier comme sujet la crise en disant ben, j'aurais dû voir. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et le burn-out, c'est une hypercrise. Seulement, ça touche le physique, ça touche l'émotionnel, et c'est une incapacité, ça va jusque-là, on ne sait plus. On ne sait pas se lever le matin. Et alors, ça peut paraître bizarre, mais depuis le coronavirus, depuis ce moment qui a quand même été très, très, très... je crois qu'on n'a pas fini d'écrire sur cette pandémie,
et sur les confinements. Mais depuis les confinements, il y a 45 000 burn-out en plus en Belgique. 45 000. Je crois qu'on est dans les 60 000 arrêts de travail dans un pays comme la Belgique. Et en Wallonie en tout cas. Et alors, donc oui, c'est une hypercrise le burn-out. Et de toute façon, synchronistiquement, ce genre de choses n'arrive pas par hasard dans la vie de la personne. Et souvent, il y a concaténation, comme disait le grand président Jacques Chirac, les emmerdes arrivent en escadrille. Hein. C'est-à-dire qu'il y a souvent concaténation de crises affectives, professionnelles, la santé, etc. Il y a plusieurs choses. Et souvent, dans les cas de burn-out, il y a une surcharge, notamment la fameuse charge mentale que beaucoup de jeunes femmes vivent, notamment les familles monoparentales, etc. Et donc là, oui, effectivement, c'est une hypercrise, très très dure. Alors que là, l'épuisement professionnel, ce serait plus une surcharge graduelle, et l'entourage a un rôle très important à jouer. C'est de dire, écoute, là, ça va pas, là. Il faut que tu lèves le pied, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes 8 jours dans l'épuisement. Il y a une gradualité, alors que le burn-out, c'est trop tard. La dépression liée au travail, la dépression est une entité psychiatrique, c'est une souffrance psychique de fond. Elle n'est pas liée au travail. Elle était là. Donc, dépression liée au travail, je serais plus suspect là-dessus, mais... et le burn-out n'est pas une maladie. Les gens qui ont un burn-out ne sont pas malades. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils vont très bien une fois qu'ils ont arrêté. Et ils se culpabilisent, du coup. Ils vont super bien, tout va bien. C'est merveilleux, hein. Alors ils se culpabilisent, et puis on ne le dit pas. Donc c'est vraiment très important. Mais là encore, la souffrance dans le travail, elle est multifactorielle. Et je dirais que le plus important, c'est que les gens, tout simplement, ne voient plus le sens de ce qu'ils font. Ça, c'est la plus grande souffrance. La perte de sens. Ouais. Tu me disais aussi, quand on avait échangé, ça m'a On a bien interpellée. préparé tout ça. Hein. Oui, ça m'a interpellée quand J'ai un on a principe de échangé. jamais préparer quoi que ce soit, mais enfin, on a quand même parlé. On a parlé. On a échangé, c'était important quand même d'échanger et de comprendre. Tu me disais aussi, tiens, en tant que chef d'entreprise, quels sont les éléments qui nous permettraient de reconnaître quelqu'un qui est en face peut-être d'être en burn-out ou d'aller vers le burn-out. Et j'étais interpellée quand tu me disais, mais en fait, c'est les gens qui vont bien, les gens pour qui tout va bien, en fait. Et je me dis, mais comment peut-on, quelque part, se rendre compte que quelqu'un est peut-être en phase d'être bientôt en burn-out si tout va bien pour cette personne, qu'elle semble être heureuse au travail? Oui, c'est-à-dire que dans les burn-out, il y a un surinvestissement du travail. Les gens surinvestissent le boulot. Et l'une des clés du burn-out, c'est la désidentification du masque social et du rôle professionnel. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas mon métier. Hein. Si je suis agent de police, je ne rentre pas avec ma matraque le soir dans la maison. Donc, on dépose les armes d'ailleurs en général dans les films, on enlève les armes. Et donc, le surinvestissement est une grande caractéristique du burn-out, avec quelque chose que tu connais bien par tes approches, le perfectionnisme, et le besoin, parce qu'il faut bien comprendre que dans les cas de grand burn-out, ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance et de gratification parce qu'ils ont internalisé l'idéologie managériale de la performance. Et là, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une perte des grands repères symboliques, et donc l'entreprise et le monde néolibéral ont joué les leaders, et donc toute cette idéologie de la performance compétitive, elle a été internalisée par les gens. Et donc quelqu'un qui surinvestit son travail, qui bosse comme un dingue, avec une pêche, vous savez, comme dans les films américains, là, hein, un peu comme ça, là. Ce sont les candidats. Ce sont les candidats numéro 1 au burn-out, au grand burn-out. Parce qu'il y a des grands burn-out voilà, c'est 6 mois à 3 ans. Vous ne savez plus vous lever le matin, c'est 6 mois à 3 ans pour sortir de là. Et dans la plupart des cas, ce serait une reconversion professionnelle. D'où les millions de coachs, de thérapeutes qui naissent partout maintenant, actuellement. D'ailleurs, tout le monde va être thérapeute. Bientôt, il y aura 5 milliards de thérapeutes. C'est très bien. Oui, c'est très très bien. Voilà. Très bien. Effectivement, je crois que ce sera utile Mais dans ce monde qui change. surinvestissement et identification au travail. Ça, c'est le plus important. Ce que la jeune génération pourfend. La génération Z,
Les tout jeunes, là, ils ne s'identifient plus du tout au travail, hein. C'est fini tout ça. Ouais. Effectivement, cette nouvelle génération est une génération qui est plutôt en quête de sens qu'en quête de sécurité, comme on a pu connaître, enfin comme j'ai pu connaître, où mes parents me disaient, faut absolument que tu aies un contrat à durée indéterminée. Ce contrat, surtout ne quitte pas ton travail si tu as un contrat à durée indéterminée, c'est prendre un risque. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est plutôt en quête de sens et en quête d'alignement dans son Oui, travail. mais ils sont éco-anxieux. Ouais. Ils font plus de bébés. Ils ont peur de la collapsologie, qui est un grand sujet que j'aborde souvent ici. Enfin, ici. Et donc là, il y a autre chose aussi. C'est pas si simple. L'axe, l'alignement, Ouais. la quête spirituelle, mais dans un monde éco-anxieux terrible. Et les tout jeunes, là. Les tout jeunes, tu parles de quelle génération quand tu dis les tout jeunes? Vous savez que l'adolescence chez un homme masculin, un mâle humain, c'est de 8 à 58 ans. Chez les femmes, c'est de 16 à 26, donc ça pose de gros problèmes avec les quinquados ils arrivent à 58 ans, 59 ans, avec la midlife crisis, plus la crise de la cinquantaine et la soixantaine. Donc Ouais. tout ça, c'est complexe. Cette génération-là, ça commence enfant, et c'est jusque les 25-30 ans, là, les pigeons voyageurs qui bourlinguent. Ouais, exactement. Voilà. Qui font le tour du monde pour aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Oui. D'ailleurs, la crise existentielle, on parle de la crise de la quarantaine pour les femmes, 50 ans pour les hommes. C'est ce qu'on dit, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Chez les jeunes, est-ce qu'ils ne font pas une crise existentielle à la vingtaine qui fait que justement, ils sont plus en souffrance par rapport à cette différence de génération et là où on a Ouais. encore tendance à vouloir le transgénérationnel dans les entreprises et à vouloir leur faire croire que c'est comme ça que ça doit fonctionner et qu'ils ne s'y retrouvent pas? Je pense qu'ils ont en tout cas un questionnement beaucoup plus important. Et alors les entreprises lucides doivent avoir conscience que l'être humain est en quête de bonheur, bien évidemment, enfin ça c'est humain, mais il est en quête de sens, de création, de service à l'univers. Et l'entreprise qui n'aurait pas compris ça, elle va complètement, elle va perdre beaucoup. Elle va perdre ses jeunes. Bien sûr. Mais Oui, questionnement intense, bien sûr, bien sûr. oui, c'est certain. Tout ça évidemment, a des conséquences pour la personne, pour l'être, mais des conséquences aussi pour l'entreprise. Et donc, les conséquences, on a l'absentéisme, ça c'est évident, le conflit, la perte d'efficience dans une entreprise, c'est énorme en fait. Quelqu'un qui ne se sent pas bien et qui n'est pas épanoui dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, forcément ça a des conséquences. La maladie, malheureusement, ça peut causer effectivement des maladies, hein, on ne se rend pas toujours compte, mais le corps parle. Les climats de travail négatifs, le manque de créativité, l'isolement social aussi. D'ailleurs, à ce propos, on avait discuté et on avait dit, tiens, tu m'avais dit le télétravail était une des conséquences, justement, cette augmentation de burn-out par rapport à cet isolement social. Oui, oui, c'est terrible parce que dans un premier temps, il y a une sorte de libération. Enfin, tout ça, c'est cette fameuse année 2020. On en parlera encore longtemps, hein, et il y a eu une certaine libération, notamment par rapport à l'usure dans les transports, tout ça. Nous savons tous que le monde du transport vit des choses très dures. Il y a encore une grève de bus aujourd'hui dans le Mm. pays à cause de la violence. Les contrôleurs de train, les chefs de train, les conducteurs vivent beaucoup de choses très dures également. Et donc il y a une forme de libération liée au télétravail. Mais ça n'a pas, ça n'a pas duré longtemps parce que, enfin, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais très bien, qui est surdoué numériquement, qui a de grandes responsabilités, burn-out complet. Tellement il a été littéralement assiégé, parce que tout ça c'est bien joli, mais il a des échéances, des dates butoirs, des tas d'ordres qui viennent de partout. Donc le télétravail a été, est potentiellement un élément extrêmement difficile, avec un amalgame avec la vie familiale. Ouais. Bon, il y a des tas d'anecdotes, de blagues. On voit le gars là en caleçon, en train de parler avec son patron, puis alors derrière, il y a les gosses qui jouent, enfin bref. Et donc tout ça, c'est quelque chose de terrible. L'idéal, ce serait une entreprise porteuse de sens qui n'oblige pas la présence sur le lieu de Ouais. travail, mais qui permet quand même aux gens de venir parfois. Parce que le télétravail peut être un piège mortel que certaines personnes vivent hyper mal, et ça peut être une vraie source de burn-out. Ouais. Mais beaucoup plus catastrophique
que ce qui pourrait se passer dans une organisation pathogène. Et à ce propos-là, le monde psychosocial est bien plus enclin à favoriser de la souffrance et le monde de la santé, les hôpitaux, tout ça, que le privé, qui a quand même une certaine culture d'entreprise. Hein. Tu en parleras bien, puisque c'est ton domaine. Oui. Et c'est vrai que c'est étonnant, on vient de racheter une société immobilière sur Tubize. Et j'ai été hier, en fait, rencontrer ces personnes. Pour la première fois, je rencontre cette équipe de 6 personnes. Et j'ai échangé avec chaque personne, que c'est essentiel. Et ce qu'ils me disaient, c'était ce qu'on a besoin, c'est de la présence, en fait. Et depuis les entreprises libérées, donc cette évolution, depuis le Covid, ils ont trouvé un rythme de croisière, de venir de temps en temps au bureau, de pouvoir aller chercher les enfants quand ils le souhaitent, d'aménager leur agenda comme ils le souhaitent. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte, après autant d'années, c'est 4 ans depuis ce Covid, que c'est problématique et qu'ils ont besoin de justement avoir ce relationnel et ce contact et de revenir plus à quelque chose de cadré en termes de présence au bureau. Donc effectivement, c'est un équilibre à trouver qui est important. Ouais. Alors, moi j'ai envie de vous partager, parce que qui suis-je pour vous parler de la souffrance au travail? On en avait discuté et évoqué. Je suis sortie de l'école et j'ai travaillé 16 ans dans une entreprise, une institution financière, où au départ j'étais très très épanouie. J'ai grandi dans l'entreprise, j'ai suivi beaucoup de formations, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une perte de sens, le pourquoi je faisais les choses dans l'entreprise, et j'avais surtout une inadéquation, c'est dur de dire ce mot en fait. En tout cas, mes valeurs personnelles ne correspondaient plus avec les valeurs de l'entreprise. On me demandait de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et, et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que petit à petit, on s'éteint, on ne se rend pas compte en fait qu'on s'éteint, on commence à demander la diminution de ses heures de travail, on arrive au travail avec une boule au ventre, et puis on se dit, je ne peux pas quitter, je me rends peut-être bien compte de tous ces symptômes, mais je ne peux pas quitter puisque c'est un job alimentaire, il nourrit ma famille, il nourrit mes enfants, et surtout c'est un contrat à durée indéterminée, je ne peux pas quitter un contrat à durée indéterminée pour prendre un risque sur le marché du travail. Et j'ai connu la dépression, non, la déprime. La déprime, hein, tu me disais, tiens, c'est plus la déprime que tu as connue, et une quête de sens pour renaître. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, voilà, ce que tu dois faire, tu dois lire un livre. J'ai lu ce livre, Les pouvoirs illimités d'Anthony Robbins. Je vous partagerai après la biographie dans tous les livres que j'ai lus. Et ce livre m'a fait un peu pousser des ailes dans le dos, de me dire, il est temps que je réagisse. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que c'est essentiel de savoir que tout est possible quand on est entouré de personnes qui peuvent nous éclairer et nous amener en fait vers un chemin où il y a le mieux-être. Et surtout que dans les entreprises, c'est possible aussi. Alors pour ça, évidemment, ces entreprises qui supprimeront la souffrance au travail, c'est celles qui comprendront que c'est pas manager, c'est plus que manager en fait. Le manager, j'en parlais tout à l'heure avec Amélie, qui me disait, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir dire on dirige, on gère l'entreprise, on gère ses finances, on gère le personnel, on gère. Et en fait, c'est plutôt dire on dirige vers quelque chose, on donne une impulsion vers quelque chose. Et quand on devient leader, c'est faire tout ça aussi, mais c'est surtout être inspirant et inspirer les autres. Et quand on inspire et on donne aux autres cette impulsion, eh bien, il y a d'office une ouverture d'esprit qui se crée, une transparence, une authenticité, où là, on peut venir forcément appliquer l'écoute active, où on comprend les autres, on apprend à comprendre les autres au travers de profils de personnalité. On en parlera également de ces fameux profils dont tu avais aussi, toi, des pistes, où on peut déterminer une stratégie qui est claire de l'entreprise et faire grimper tout le monde, en fait, à bord de ce bateau avec une vision qui est claire. Et alors aussi, surtout, pour un leader, ce que l'on n'autorise pas aujourd'hui dans la société où le perfectionnisme est essentiel, c'est la vulnérabilité. Pouvoir accepter qu'on est aussi un être humain avec des sentiments, des émotions, des ressentis que l'on doit aussi pouvoir déposer, et qu'on n'est pas parfait, qu'on est, tout simplement. Et alors, des outils que je vais partager, mais il y en avait un que tu voulais partager, tu me parlais principalement
de l'outil des profils de personnalité. Tu De sais, MBTI. voilà, exactement. Il y avait Ouais. l'énéagramme aussi, mais c'était surtout le MBTI. Tu voulais échanger là-dessus. Oui, bah, en fait, c'est intéressant de savoir comment on fonctionne, hein. Donc, le MBTI, c'est issu de Jung. Ce sont deux dames, mère et fille, Maesbridge, qui ont Type Indicators, qui ont étudié, qui ont en quelque sorte rendu fiable certaines évaluations du type psychologique de la personne. Être un extraverti de type sentiment, intuition, par exemple, ou un introverti de type pensée, sensation, etc. Et donc là, ça permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Les néagrammes, ce sont plus les dynamiques énergétiques de la personnalité, hein. Alors, il y a bien sûr le disque qui est issu du MBTI, tu as des tas de trucs, Processcom, les Oui, perfects, tout ça, exactement. les travaillomanes, Oui. bref. Moi, j'utilise beaucoup, bien sûr, l'astrologie depuis 40 ans, mais ça, c'est dans le privé. Ça n'a pas encore lieu de citer dans l'entreprise. Mais oui, effectivement, comprendre, être lucide sur son fonctionnement permet d'éviter des moments de surcharge. Bon, par exemple, je sais pas moi, les gens de type sensation, pensée, très de type S, hein, en MBTI, ce sont des gens qui ont besoin de sécurité, de rigueur, de structure. Mais s'ils sont perfectionnistes en plus, ça peut être, ils peuvent se consumer de l'intérieur. Oui, tout à C'est fait. ça le burn-out, on s'épuise, on se consume sans le savoir. Avant, on se consumait d'amour, maintenant, on se consume de bosser, ce qui montre le cynisme de l'époque. Mais voilà, donc tout ça c'est très complexe. Et alors ça peut aider, ça peut aider. Alors il y a aussi d'autres approches pour travailler le 360 degrés, etc., pour évaluer la manière dont l'équipe se voit. Enfin, moi je crois profondément dans les valeurs de l'amitié dans le travail. S'il n'y a pas d'amitié dans le travail, il y a déjà, si on est dans un rapport froid dans le travail, c'est malheureux, hein. Et c'est marrant parce qu'il y avait ce philosophe qui venait aux inattendus ici. Bientôt, on va créer les inattendus à Tournai, hein, je vous le dis déjà. Et les inattendus, il y avait Pascal Chabot, philosophe belge, qui disait le burn-out, c'est un point de surchauffe dans un monde froid. Et c'est froid le monde du travail. C'est pas ici, hein, mais et donc il y a là quelque chose de la lucidité sur ses limites. La lucidité, chaque être est beau quand il est dans son axe et à sa place, hein. Si tu es dans ton axe, si tu es à ta place, si tu fais ce pourquoi tu es fait, le pire c'est quand on est fait pour rien et qu'on doit passer toute sa vie à chercher le sens de sa vie, mais ça c'est un autre sujet. Moi j'ai découvert comme ça que ma voie c'était d'accompagner les gens à trouver la leur. C'était un peu une fuite en un sens, mais bon, c'était vraiment ça ma voie. Bref, et alors, donc c'est très important de comprendre son fonctionnement. Et alors dans le MBTI, quand on fait ça dans une équipe, ça peut être dans un couple, une famille, c'est vachement bien parce qu'on comprend. Petite parenthèse, dans les couples, on a tendance à aller vers des personnes qui sont de type complémentaire aux nôtres. Alors au début, on est fasciné, mais après, ça devient agaçant. Donc, il faut apprendre à se connaître, hein. C'est Oui. passionnant, c'est passionnant. Tout ça s'inscrit dans ce que Jung appelle le processus d'individuation, à savoir que plus on intègre l'altérité dans ces différences de fonctionnement, plus on est tolérant et compréhensif, mais aussi, on a aussi les fonctions, parce qu'il y a 4 grandes fonctions, hein, pensée, sentiment, intuition, sensation, on doit intégrer sa fonction inférieure et sa fonction moyenne, auxiliaire, et ça c'est la deuxième moitié de la vie, hein. Donc, par exemple, tu vas, je sais pas moi, un grand intuitif visionnaire fait de l'ornithologie, observer les martins pêcheurs dans le brouillard du matin pendant des heures, petites choses comme ça. Et donc c'est passionnant, c'est très riche ces approches, à condition de ne pas être des classifications petites cases, hein. Ça c'est le problème de ce qu'on appelle la bêtise humaine. Mais quand c'est utilisé intelligemment, tout ça c'est vachement bien et ça aide. Je crois que dans une équipe, comment dire, si on comprend le fonctionnement de l'autre, ça aide. Et alors on peut le soutenir. Tu vois. Et alors on peut faire des exercices, comprendre que telle personne a besoin de structure, de procédure, d'ordre du jour, alors que d'autres arrivent, on s'en fout, la vie est belle. Bon. Exactement.
C'est comme ça que je fonctionne. Il faut être un peu, voilà, il faut être souple, hein. C'est ça. Et j'attache énormément d'importance. Là, je partage quelques outils que je reprends dans mon livre. J'attache énormément d'importance à se connaître d'abord soi-même avant de chercher à comprendre l'autre. Et surtout, moi, j'utilise le disque de Martson. Hein. Tu disais que c'était... C'est un bébé MBTI. Oui, c'est ça. Ça a été créé en 1928. C'est ça, c'est très vieux alors, MBTI, en fait. Ah, le 20, oui, Oui. ça c'est 28. Oui, 1928. Ah, mince, Martson a créé... Oui, je sais pas. L'année où Nicolas France a gagné le Tour de France. Oh, écoute, là, je ne m'en souviens pas. Ah oui, donc c'est déjà très vieux alors. Oui, c'est très, Mais il y très a des vieux, le disque. recoupements en tout cas. Bon, Oui. maintenant je devrais vérifier. Parce que Miles Bridge, c'est très ancien également. Hein, Oui, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout MBTI. En tout cas, c'est voisin. Oui. Alors pourquoi j'utilise le disque? Parce que c'est très très simple par rapport à ProcessCom, par rapport à l'énéagramme, où c'est quand même beaucoup plus profond en termes de connaissance de soi. Et d'utiliser ça en entreprise, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si vous connaissez ProcessCom, mais vous avez une base et puis vous avez 6 profils et dire que j'ai phasé et ainsi de suite, ça devient un peu compliqué. Tandis que les 4 couleurs, c'est quelque chose qui est assez simple en fait. C'est orienté extraverti, orienté résultat, orienté... relation ou introverti. Donc, c'est assez simple sur 2 axes. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît ici dans l'entreprise et que tout le monde devrait connaître. C'est accessible à tous et ça aide énormément, en fait. Aujourd'hui, ça évite beaucoup de conflits dans l'entreprise. Régulièrement, quand j'ai un profil dominant, rouge, qui est assez directif, qui parle à un jaune, qui est émotif et qui prend beaucoup pour soi, de manière assez brutale, directif, le jaune, s'il ne connaît pas son profil, aura tendance à peut-être prendre pour soi, à être moins efficace, à ruminer, à se poser plein de questions, tandis que là, aujourd'hui, ils disent en fait, tes profils rouges, je sais, faut que tu te calmes un peu parce que tu vas un peu fort, quoi. Et ça devient beaucoup plus souple. Rouge, Trump. Oui, rouge, oui. Avec sa cravate rouge. Un éléphant, ça trumpe énormément. Vous savez que l'éléphant, c'est le symbole des républicains. Hein. Mais bon. Il est rouge, Trump. Il est rouge, oui. Bah oui, complètement. Je pense effectivement qu'il est rouge. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise sont souvent dans la catégorie rouge. Hein. C'est rare. Alors, j'aime beaucoup aussi insister que ce sont des profils de personnalité et que la personnalité, c'est dans le langage des oiseaux, c'est une personne qui devrait rester alitée, qui devrait rester couchée. On oublie que le profil de personnalité, c'est quelque chose que on devient en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce que l'on vit comme expérience. Donc, on a tous un peu des 4 couleurs. On a une couleur qui est prédominante. Mais par exemple, moi, quand j'ai fait ce test et que j'ai découvert ce test à l'institution financière, donc mon ancien job, j'étais très jaune, j'étais pas du tout vert, j'étais très 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 bleu et un peu de rouge. Et ce profil a changé aujourd'hui quand je l'ai refait avec la formation pour pouvoir moi-même donner des feedbacks sur le disque. Mais en fait, je suis jaune, toujours très jaune, et très rouge, mais plus du tout bleu. Et le bleu, je l'ai compensé avec une collaboratrice, qui est mon bras droit, qui est très très bleue. Et ça, c'est extraordinaire de savoir qu'on peut évoluer en fonction aussi de ses missions dans sa vie, de ses expériences de vie. Alors, j'utilise aussi beaucoup le triangle compassionnel. On entend parfois parler ou beaucoup parler du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, le triangle dramatique, on joue un rôle. Et j'étais surprise d'apprendre que 90% de nos interactions sont quasiment à chaque fois dans les triangles de Karpman. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de ce fameux triangle dramatique. Oui, 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 oui. Je sens que tu vas me sortir un truc. Non, non, je suis toujours très critique. Non, non, mais ça existe parce qu'il y a des relations comme ça, on ne peut pas nier. Et vous essayez, j'aime pas le mot sauveur, je préfère sauveteur, secouriste. Oui. On essaye d'aider l'autre et puis à un moment donné, on devient presque persécuteur malgré soi et finalement ça se retourne contre nous, on est victime. Ça existe. Je me suis encore laissé prendre il n'y a pas longtemps. Dans le Karpman, ouais, les Bermudes psychiques. Ces avions qui disparaissaient à l'époque, il y avait beaucoup de bouquins sur les avions, les bateaux qui disparaissaient. Ce triangle est tout à fait intéressant. Mais celui-là, c'est tout à fait autre chose. Hein. Alors, le triangle compassionnel, c'est effectivement Karpman aussi qui l'a
qu'il a créé, j'ai envie de dire, en même temps que le triangle dramatique, si ce n'est qu'il n'est pas arrivé en même temps par chez nous. On a plutôt parlé du triangle dramatique que le triangle compassionnel, et c'est plutôt une posture, en fait, la posture par rapport au rôle que l'on prend entre le persécuteur, le sauveur ou la victime. Et ça, c'est donc des choses que je partage avec mes équipes, pour que mes équipes puissent comprendre leur manière, en fait, de fonctionner aussi en interaction avec les autres. Alors, la reconnaissance. Tu en parlais un peu tout à l'heure, on est en quête de reconnaissance. J'ai un jour, lors d'une interview d'un grand homme, à mes yeux, qui est Michel Foucault, quand même patron de Technor, qui est une société multinationale aujourd'hui, qui me disait, tu sais Jasmine, ce qui est important en tant que manager, c'est, ce qui utilisait le mot manager, c'est de rendre la dignité aux gens. Ah, je dis, tiens, la dignité, c'est quoi? Eh bien, toute personne sur cette terre a besoin d'être utile, d'être reconnu pour ce qu'il fait et d'avoir des rêves. Et si tu arrives à faire ça avec les membres de ton équipe, tu as tout gagné. Ils viendront avec le sourire. Et c'est tellement vrai, en fait, parce qu'on a tous besoin d'être utiles. L'ignorance, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Tu le disais tout à l'heure, là, c'est un harcèlement moral d'ignorer quelqu'un. D'être reconnu, la reconnaissance aussi, c'est essentiel. Et on pense aussi toujours que la reconnaissance, c'est dire c'est bien ou c'est pas bien. Et en fait, il n'y a pas que la reconnaissance conditionnelle au fait de faire quelque chose, il y a aussi la reconnaissance inconditionnelle de dire, de remarquer quand quelque chose a bien été fait sans l'avoir demandé. C'est tellement beau de dire quand sa femme rentre du coiffeur, waouh, c'est très joli. Non, souvent ils oublient, les hommes. C'est pour ça que je le dis. Non, c'est pas vrai. Il y a une histoire extraordinaire. Avec le coiffeur. Ouais. C'est un jour, la dame rentre et alors le mari l'attend avec un bouquet de fleurs alors qu'elle rentre de chez le coiffeur et puis elle se retourne, elle lui fout une claque et elle lui dit: je savais que tu me cachais quelque chose. C'était vraiment une reconnaissance qui était inconditionnelle mais Voilà, mal interprétée. inconditionnel, mal interprété. Et donc la reconnaissance qui est inconditionnelle négative, c'est vraiment l'ignorance. Ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à l'être humain dans une société, c'est de ne pas qu'on ne voit pas la personne. Alors d'autres outils, alors oui, forcément la CNV, la communication non violente, c'est quelque chose qui est essentiel aussi, que toute personne dans une société, tout manager, tout leader devrait connaître pour pouvoir justement permettre de déposer ses ressentis sans devoir les conserver et les garder. À tout moment, tirer une sonnette d'alarme qui permet de dire il est temps que je dépose quelque chose et de pouvoir venir aussi en toute transparence voir la personne en toute confiance. J'ai vu aussi l'équation de la confiance qui était être crédible, être fiable, avoir des résultats. Ça, c'est important. Ça, c'est le mariage. Oui. Crédit, fiable et résultat. Vous vous engagez à être fidèle toute votre vie, ce qui est quand même incroyable quand on réfléchit bien. C'est une sacrée promesse. Vous devez être fiable, crédible et avoir des résultats. Il faut gagner sa vie, avoir des bébés. Enfin, quelle pression. Ouais. Le burn-out amoureux, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Il y a le burn-out aussi, j'ai entendu, pas si longtemps que ça, familial Et aussi, parental. parental. C'est ça, c'est aussi quelque chose qui a des répercussions dans le travail aussi, quelque part. Bien sûr. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Ça va, Amélie? Beaucoup d'émotions. Moi, je crois que le plus... Pour rebondir, c'est pas pour interrompre, mais je crois que le plus important, c'est de dire à quelqu'un, vous venez bosser chez moi, ça passera. Vous partirez, tôt ou tard, dans 6 mois, 2 ans. C'est normal, vous avez une quête personnelle, un projet de vie, vous avez des désirs. Vous aurez une reconversion ou deux dans votre vie. Et s'il y a une forme d'amitié spirituelle, je parle beaucoup de l'amitié spirituelle au niveau affectif, au niveau post-couple, mais il y a aussi une forme d'amitié spirituelle dans les synergies, dans les convivialités, dans les équipes. Et dire, voilà, c'est pas un problème, je ne suis pas identifié à mon rôle, vous non plus, ou non, vous partirez. Je vous écoute, vous pouvez exprimer ce que vous souhaitez, mais je sais que vous partirez un jour et que ce moment professionnel n'est qu'un petit moment dans la vie et que tout ça n'est pas grave. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Et que vous devez être fidèle à votre désir profond. Oui, c'est ça le plus important. Et c'est même d'autant plus important chez les jeunes aujourd'hui quand on les engage. Aujourd'hui, lors d'un entretien, c'est la première chose que je dis en disant venez amener votre expérience,
je vais vous partager quelque chose, avec quoi vous voudriez repartir. Ça, c'est essentiel que je sache aussi quelles sont leurs attentes. Et c'est OK, quand vous avez l'intention de partir, surtout, vous me le dites. Et on prépare votre départ ensemble. Il y a tout le processus de transmission qui est alors réalisé par la personne elle-même. C'est elle-même qui va choisir la personne qui va reprendre ses tâches et qui va la former naturellement avec toute bienveillance, étant donné que tout a pu être dit en toute transparence. Mm. Et ça m'est arrivé souvent quand on regarde les photos, si vous faites un peu le tour dans l'agence, vous me dites, ah tiens, c'est toute votre équipe. Bah, sur cette photo, il y a la moitié qui ne travaille plus ici. Mon Dieu, ça fait peur. Eh bien non, au contraire, ils sont tous repartis, Heureux. heureux, avec bien souvent même des talents dans d'autres domaines que celui de l'immobilier. J'ai rarement quelqu'un qui est parti, j'ai qu'une personne en fait, surtout les personnes qui sont parties, une personne qui est partie chez un confrère. En règle générale, ils font tout à fait autre chose que ce qu'ils n'ont fait ici dans l'immobilier. Donc c'est quand même important. Et alors aussi, un élément sur lequel j'insiste, c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est pas simplement le dirigeant d'entreprise, le leader ou le manager, c'est toute l'équipe qui crée une culture d'entreprise. C'est toute l'équipe qui, ensemble, on comprend le sens même de l'entreprise, du pourquoi elle existe et qu'est-ce que l'on fait dans l'entreprise. Qu'est-ce que l'on apporte aux autres. J'ai toujours à mes équipes, si tu ne fais pas quelque chose, tu prives un client de ton talent. Si tu ne téléphones pas, si tu ne fais pas une action vers un client, eh bien, tu prives ce client de ton talent professionnel, de ce que tu peux amener à cette personne. Et c'est tellement ça, en fait. Mhm. C'est tellement ça. Tu es d'accord avec ça ou pas? Si? Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je crois que euh, le piège de tout ça, qui est très beau, c'est de donner une sorte de culte de l'harmonie dans l'entreprise, alors que le monde du travail est un monde d'une extrême violence. Et je pense que ce qui, tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, mais, et rajouter, voilà, on se croise, on fait un bout de chemin ensemble, on se Mhm. respecte. Je crois que la valeur cardinale, c'est le respect. Et alors, après, on essaie de vivre harmonieusement. Après, on essaie de créer une harmonie. C'est quand même pas un hasard si nous sommes dans le pays le plus festif du monde, ici en Belgique. Hein. Tous ces gens qui survivent dans le social, comment font-ils? Ils ont des confréries de carnaval. Ils font la fiesta pendant tous les week-ends, c'est la fiesta ici dans ce pays. Et donc, ils doivent tenir le coup. Parce que le grand problème, et on n'en parle sans doute pas assez, le grand problème, c'est la violence du monde. Hein, les conducteurs de train, les chefs de train qui se font agresser, les chauffeurs de bus. Maintenant, c'est le burn-out dans les classes maternelles à Bruxelles. Hein. Moi, quand je suis rentré de France il y a 5 ans, suite à une grande rupture de vie, j'ai donné cours parce que j'avais été enseignant dans ma jeunesse, j'ai donné cours dans une école. Et là, il y avait 4-5 éducateurs, je leur voue une reconnaissance extraordinaire. Il y avait 4-5 éducateurs qui étaient super costauds, et ils venaient presque dans la classe ou avant le cours, plaquaient le gars en disant, écoute mon vieux là. Et du coup, on avait l'autorisation de donner cours, ce qui est extraordinaire. Incroyable. Autorisation de donner cours. Et en plus, on était déjà tombé dans le numérique, c'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de tableau et de craie. Ce qui fait que pendant des semaines, j'ai fait de l'impro théâtrale avec les élèves parce que je ne savais pas comment utiliser les trucs informatiques. Et alors, donc, mais tout ça pour dire que le monde est d'une violence absolue. Le monde est d'une violence absolue. Les licenciements brutaux, les plans sociaux, regardez en France, Auchan, Michelin, et ça ne fait que commencer. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut un contrat de respect. On crée de l'harmonie fugitive le temps qu'on peut, surtout maintenant qu'on sait que la plupart des dirigeants sont eux-mêmes au bord du gouffre. Oui, C'est ça qui est très dur. La solitude du chef, dirait Macron. Lui, c'est carrément dedans le gouffre. Et donc, c'est ça je pense qu'il faut dire, voilà, le travail, c'est une partie de la vie. Et c'est là que j'aimerais introduire une réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de burn-out sans que on interroge la valeur travail. Alors, au début, la valeur travail, c'est quoi? C'est l'expiation. Tu travailleras à la sueur de ton front. Hein, ça, c'est l'héritage. Ça donne quoi aujourd'hui? C'est la méritocratie. Le discours méritocratique. Travailler plus pour gagner plus. Ça nous rappelle un certain.
Après, il y a eu le travail de production, transformation et aussi d'émancipation des classes sociales, hein. C'est toute la révolution industrielle, Marx qui tout à arrive, fait. etc. Puis alors après, il y a eu le travail. On a beaucoup lutté contre les conditions de travail et on a vu, après la troisième révolution plus technologique, Rifkin, la fin du travail, Van Heygem, ce grand penseur belge qui vit toujours, je crois, nous qui travaillons sans fin, c'était la fin du travail. Et puis tout d'un coup, les grandes effigies s'écroulent, les religions s'étiolent parce que c'est dans les cycles, les mythes. Après ça, il y a le couple vacille, la famille éclate. Et alors là, c'est dans ce grand vide, pulsion néolibérale, hein, avec ce dont je parlais au début, hein, l'entreprise qui devient l'entreprise de soi, ma petite entreprise, comme disait Bachung. Ça a donné Ehrenberg, la fatigue d'être soi. C'est l'antichambre du burn-out. Et maintenant, je pense qu'on arrive peut-être à une époque où il faut savoir ce qu'est la valeur travail pour chacun. C'est quoi ma valeur travail? Parce que le travail a de la valeur. Mais est-ce que c'est l'artisan? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le philosophe? Est-ce que c'est ça? C'est à chacun de définir sa valeur travail. Mais savoir qu'elle est relative et qu'elle est provisoire. Regardez, il y a 40 000 centenaires en France, dont la plupart ont été retraités à la cinquantaine. Vous imaginez, ça fait un sacré bout de temps. Bon, maintenant, on va vers des retraites à 67, 68, 70 ans. C'est pas très marrant. Mais donc, savoir que c'est provisoire, que la quête n'est pas là, que le sens n'est pas là. On peut donner du sens à son travail. Moi, personnellement, je trouve que j'aime bien cette phrase, moi qui ne prépare jamais rien, qui échoue à se préparer peut se préparer à échouer. Mais je travaille tous les jours dans ma vie. Tu vois? Ouais. Ça, c'est la préparation. C'est Pogacar qui s'entraîne, je crois qu'il est clean, mais enfin, qui s'entraîne pour être prêt le jour de la compétition. C'est la préparation. L'artisan, c'est tout autre chose. Et donc, c'est à chacun de s'expliquer avec sa valeur travail pour ne pas tomber dans le burn-out. Parce que si je suis désidentifié du travail et que je connais la valeur que je lui confère en sachant que c'est provisoire, l'artiste, celui qui est 3 ans sans faire un album, un CD, c'est plus des CD maintenant, c'est le podcast, mais l'artiste, il se prépare toute sa vie. La danseuse, le peintre, ce sont des gens qui se préparent toute leur vie. Et un jour, on avait dit à un grand écrivain, tu as écrit ça, tu as écrit cette brique en 28 jours, et puis il a répondu, mais non, c'est 45 ans plus 28 jours. Donc, donc on a chacun son processus de travail, sa valeur travail, et sa désidentification, qui fait que, ben oui. Et alors là, en sachant que le monde du travail est fugitif et éphémère, parce que ça va encore évoluer, avec le numérique maintenant, c'est terrifiant, pour le meilleur et pour le pire. Et à ce moment-là, si on s'explique avec sa valeur travail, on ne tombe pas. C'est-à-dire que les gens qui se surinvestissent dans le travail sont prisonniers d'une idéologie managériale dont ils ne sont pas conscients en fait. En sachant aussi qu'il y a beaucoup de burn-out dans le domaine de la santé. On parle beaucoup de stress compassionnel, hein. Je pense à ces gens qui travaillent avec les migrants dans les hôpitaux, avec les enfants déficients. C'est terrible, c'est dur, le stress compassionnel. Et puis, je te rends la parole tout de suite, mais je voulais dire, il n'y a pas de bon stress. Il faut arrêter avec cette connerie. Si vous entendez quelqu'un vous dire, ce stress est bon, sors de ta zone de confort, foutez-lui une paire de claques, gentiment, symbolique. Sortir de sa zone de confort, comme si le monde était confortable. De qui se moque-t-on? Cruchot. C'est une belle leçon, parce que souvent je dis agrandis ta zone de confort. Oui, c'est ça, l'élargir éventuellement. Tiens, le mot travail, on en avait évoqué aussi, parce que c'est pas un mot que j'aime utiliser, moi, le mot travail, parce que c'est souvent. Tripalium. Oui, voilà, on avait parlé de l'esclavage, c'était instrument L'étymologie. de torture, le mot L'étymologie, c'est travail. tripalium, Ouais. ouais, c'est l'instrument de torture, un trépied où on torturait les gens. Et c'est vrai que dans le monde psy, il y a un côté comme ça, flagellation, oui, il faut faire un long travail sur soi-même. C'est un peu sinistre, hein. Oui, tout à fait. Bon.
heureusement, aujourd'hui, on a quand même des techniques révolutionnaires, le MDR, l'hypnose, qui peuvent aller vraiment à des résultats tangibles, sans qu'on ait cette idéologie du portage, là. Donc le travail, oui, c'est une notion, c'est passionnant de s'intéresser à l'histoire de la notion du travail. Et moi, je ne prends pas parti. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit non, je suis libéral, l'entreprise, relancer l'économie, je dis ok, très bien. Et c'est vrai en partie, au moins. Mais l'important, c'est que chacun soit au clair avec sa mythologie du travail, tout comme sa mythologie de l'amour, du couple, de la famille. Hein. Je parle à quelqu'un qui dit moi, je m'en suis jamais fait pour mes enfants. Je dis, bon, et ils vont très bien d'ailleurs. Et je dis, bah oui, mais c'est humain de s'en faire. Hein. Bon, mais et c'est ça. Donc, quelle est ma mythologie, ma mythographie, ma grammaire de ma lecture du monde et aussi de mon fonctionnement, bien évidemment. Je me souviens, j'avais fait je supervisais un coach interne dans une grande banque. Vous imaginez moi dans une banque, enfin bon. Et alors, c'était Euroclear pour ne pas la citer. Et alors, j'arrivais là, et il y avait des plateaux comme ça, avec des dizaines de gens devant leurs écrans. C'était déprimant au dernier des points. Eh ben, le gars que je supervisais, il faisait du bon boulot, c'était chouette, un coach interne dans une grosse entreprise, il amenait des bulles d'oxygène. Et donc voilà, il faut savoir ce pourquoi on est fait. Et c'est très important parce que c'est vrai que le danger, c'est de faire des mauvais choix. On n'a pas le choix, on ne peut qu'être que ce qu'on est. Mais le danger, c'est de faire des choix qui sont fallacieux, c'est-à-dire parce que c'est sécurisant. Ça, c'est plutôt les anciens discours. C'est sécurisant, c'est bien, tu as une belle place, enfin, tout ce qu'on a entendu beaucoup. Mais non, la quête, c'est d'être fidèle à son désir, à sa nécessité intérieure, comme dirait Kandinsky. C'est Stéphania qui me disait un jour, mais c'est nécessaire, en parlant de son art. Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas faire de concessions là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un petit boulot comme ça, un peu, quelques mois, bon, surtout au début. Mais donc voilà, tout ça, c'est complexe. Je ne sais plus de quoi je parlais. On est parti, je On est bois tes parti paroles. jusqu'au Voilà, bout de tout la à nuit. fait. Bon, après, ça finit un très bon petit bistrot, là, pas loin. Il y a quand même ici aussi du vin. Hein. Il y Ah a oui, il du y a du vin, vin, oui. c'est Hein. vrai, j'avais oublié. Du très Oui. bon vin qu'elle a choisi elle-même. Le... La Bref, pression la du pression choix du vin. D'ailleurs, insoutenable. choisir, j'avais lu ça dans un livre qui était sympa, c'était de dire que la différence entre choisir et décider. Choisir, c'est savoir avant d'agir. Décider, c'est agir sans savoir. Parce que quand on a le choix, en fait, Quand on on a a le des choix, on n'est pas pistes. libre, en fait. Mais Ouais, c'est décider, vrai. c'est fondamental. D'ailleurs, je dis toujours, on ne peut pas ne pas décider. Parce que décider de ne rien décider, c'est déjà une décision. Cruchot. Demain, c'est la pleine lune, je suis en forme ce soir. Et alors, oui, parce que quand on fait une conférence à la nouvelle lune, il y a moins de... Ah Bon. oui. Ah Ok, ouais, ouais. d'accord. Bon, bref, tout ça pour dire, je crois que la décision... François Roustan, qui est un très grand psychothérapeute, qui a quitté la psychanalyse pour aller vers l'hypnose ericksonienne et autres, il disait, voilà, l'un des buts de la thérapie, on pourrait dire ça aussi du coaching, hein, c'est d'amener la personne à décider. C'est dire, voilà, aujourd'hui, je travaille dans telle organisation pour des raisons de priorité, d'indégossiabilité. Ça peut être la famille, ça peut être un voyage que la personne prépare, que sais-je. Mais j'ai décidé de rester le temps, un certain temps. Mais au moins, on devient sujet de sa vie quand on décide. Parfois, il est urgent d'attendre. Il y a cette merveilleuse technique qu'on appelle le Yiking, qui est le livre des oracles chinois. Et le Yiking nous dit ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut traverser les grandes eaux ou est-ce qu'il faut attendre? Ça sont d'autres approches basées sur la synchronicité, comme l'astrologie et le tarot d'ailleurs. Et parfois, il est urgent d'attendre et il faut écouter son intuition. Ça me rappelle une anecdote. Je ne suis pas forcément royaliste, mais quand le président Macron a dit en 2020 « Nous sommes en guerre », 8 fois il a répété, le roi Philippe le lendemain, il a dit, inspiré sans doute par sa muse, « Écoutez votre intuition ». Là, je me suis dit, ce gars, quand même, pas mal le gars. J'ai été épaté 2 fois, comme disait l'autre. Et donc, écoutez votre intuition.
Et c'est vrai, et là, ça revient. Je pense que dans beaucoup de souffrances au travail, on se force à à tenir bon, à s'accrocher, par peur de déplaire, par souci de sacrifice, que sais-je. Mais il faut écouter cette intuition parce que notre inconscient ne nous trahit pas. Et si vraiment si on n'est plus à sa place quelque part, tout en se préparant, on ne quitte pas la proie pour l'ombre, hein, mais il faut savoir partir aussi, Oui. je pense. Il faut savoir partir, il faut savoir aussi savoir que l'on n'est plus à sa place et prendre conscience de ça. Parce qu'il y a aussi tout le contexte extérieur, comme tu le disais, besoin Oui. de plaire, besoin de ne pas décevoir, et donc on se force à certaines choses. Et c'est un travail extérieur aussi de pouvoir remarquer qu'à un moment donné, l'absentéisme, par exemple, est pour moi une sonnette d'alarme. Oui. Quelqu'un qui commence à être malade et souvent malade et régulièrement malade, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mhm. Parfois pour des raisons évidemment de maladie, mais si ce sont des maladies à répétition, des certificats qui arrivent en me disant j'ai ceci, j'ai cela, et non, il y a un truc qui ne va pas en fait. Il faut en parler. Il faut en parler, effectivement. Maintenant, quand on traverse Soulever le sujet. voilà, Ouais. quand on traverse une grande crise, il y a les signes avant-coureurs, l'anticipation, mais traverser la crise et puis savoir en sortir. Mais entre la sortie de crise et le renouveau, il y a ce qu'on appelle la jachère, enfin ce que j'appelle la jachère, qui peut être un processus très long, où on va seulement labourer le sol avant de replanter de nouvelles semences. Et donc, tout ça, il faut pouvoir le nommer. Il y a une phénoménologie des crises dont le burn-out est une hyper-formulation. Parce que c'est quand même très significatif. On est dans un monde en pleine explosion et ça craque de partout. Ça, il faut quand même le dire. C'est burn-out, ça devient massif. Hein. Oui. Alors, il y a une partie euh, contagion de l'appellation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire je suis en burn-out alors qu'en fait on sait très bien que c'est pas vraiment ça. Mais il y a beaucoup de burn-out, il y a des plus petits, des plus grands. Et donc là, il faut être très honnête avec soi-même, bien sûr, mais très anticipatif. Et tout ce que tu as dit, on ne peut plus vrai, il faut en parler, il faut mettre à plat, c'est important. Ça. Oui. Et donc je vais clore sur, parce que le temps tourne et si on veut faire un retour au niveau Il faut un questions, débat après. Hein. voilà. C'est On a jusque minuit, moi je suis minuit. minuit, Vas-y, autorisation de minuit. je t'en prie. C'est excuse-moi, j'ai perdu le fil. Tu voulais conclure. Oui, ah voilà, oui, c'est ça, je voulais conclure. Je voulais conclure sur l'énergie. Tu parles de l'astrologie, du tarot. C'est quelque chose qui est essentiel aussi pour moi, c'est que chacun puisse dégager une bonne énergie et d'être à l'affût de quelqu'un qui est en énergie bas. On le ressent très fort si on connaît ses équipes, si on connaît l'autre, comment il est. Eh bien, c'est aussi quelque chose qui est important. Et dans les entreprises qui supprimeront la souffrance au travail, c'est aussi la partie des personnes qui constituent cet écosystème et dans l'énergie que l'on a envie de dégager et d'être. Oui. Ça, c'est important. Ma Rayonner. vieille maman me disait quand j'avais 8-9 ans, tu sais, l'important dans la vie, Christian, c'est d'aller te coucher le soir en ayant le cœur content. Et je vous assure que c'est comme ça que je vis. En général, il est content, mon cœur, hein, mais c'est un indice. Quand on a une consultation, une formation, une conférence comme ce soir, ben, comme tout à l'heure, j'étais portier, là. Je voyais les arbres dorés, roux dans la nuit. Et je me disais, mais c'est le plus beau métier du monde, être portier. J'étais là, les gens arrivaient. Voilà, j'avais le cœur content. Et ce soir, je l'aurai, encore plus. Goudron. Merci. Je t'ai trouvé Merci. très bien. Oh, merci, c'est gentil. Je prends. Merci beaucoup pour votre attention et à vous de poser les questions sur les sujets que l'on a pu apporter. Allez-y, je vous en prie. Je ne sais pas si